Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition TV Images 48. Nous sommes donc aujourd'hui au Carnaval de Florac. Carnaval, qu'est-ce que c'est? Bien, pour comprendre ce mot, pour comprendre l'étymologie de ce mot, il faut remonter au temps des pharaons ou dans d'autres parties du monde aussi, où on annonçait le printemps et où on le fêtait en dansant et en se déguisant. Le mot carnaval vient du mot italien carnavello qui veut dire ôter la chair, enlever la chair. Donc tout simplement c'est entrer dans le carême. Et par opposition à ce carême, eh bien le jour du carnaval, pendant toute la période du carnaval, on peut faire ce qu'on veut. On peut se déguiser, on peut chanter, danser, toutes les règles sociales sont suspendues, sont même oubliées. Le mendiant devient roi, le roi devient mendiant. En gros, c'est la fête. Parmi les enfants qui défilent derrière moi, certains sont aussi des élèves qui ont préparé le centenaire. Ils sont allés à Verdun et pour mieux comprendre cette grande guerre, voici leur témoignage. Les élèves de l'école publique Suzette Agulon ont effectué un séjour scolaire et de mémoire sur Paris et Verdun. Ils ont fait ce séjour scolaire dans le but de préparer la commémoration du centenaire de la Grande Guerre qui aura lieu le 11 novembre 2014 sur Florac. Et ça nous paraît être important que les enfants puissent réaliser sur le terrain concrètement à quoi ressemblait cette grande guerre qui a été quand même barbare dans tous les sens du terme. Donc ça a été une aventure humaine très enrichissante pour les enfants, pour nous aussi, accompagnateurs ou enseignants. Et je pense que en fait tous les enfants en auront retiré beaucoup d'éléments et surtout qu'ils auront appris beaucoup de choses. J'ai appris que les Allemands faisaient leurs tranchées en zigzag pour pas que les Français facilement, s'ils étaient droites, ils pouvaient facilement tirer. J'ai été impressionnée par les kilomètres et les kilomètres de galeries que les soldats creusaient avec des pioches pour mettre des mines sous l'ennemi et pour le faire exploser. J'ai appris qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace entre les tranchées françaises et les tranchées allemandes. Les soldats avaient un peu du mal à respirer dans les tranchées et qu'il manquait un peu d'air. J'ai appris que les tranchées allemandes étaient cimentées. Les soldats allemands étaient dans la boue et quand ils marchaient, ils pouvaient se coincer le pied et tomber. J'étais impressionnée par tous les morts qu'il y avait. Ce cimetière est situé à Romane-sous-Montfaucon. C'est le cimetière américain. Il fait 52 hectares et encore nous n'avons pas tout visité, mais il y en avait déjà beaucoup. C'est le cimetière américain de Romane-sur-Montfaucon. Il y a 14 246 tombes. Quand on est dedans, on en voit à perte de vue. Il y en a surtout des chrétiennes en croix, mais il y en a quelques-unes juives en étoile. Et quand on est dedans, à un moment, il y a l'hymne national américain qui retentit et c'est très émouvant. Et j'ai trouvé que entre les tombes, c'était très symétrique. J'étais vraiment très impressionnée. Les Américains sont arrivés en avril 1917 et en un an, il y a eu énormément de morts américains. On ne voyait même pas le fond du cimetière. Nous sommes allés déjeuner au Sénat. Et j'ai appris que le Sénat, ça servait à pas tout à fait voter les lois, parce que celle qui vote les lois, c'est l'Assemblée nationale. Et une fois que l'Assemblée nationale avait fini de voter une loi, on l'envoyait au Sénat. Et le Sénat disait son accord. Donc s'il n'était pas d'accord, on le renvoyait à l'Assemblée nationale. Et ainsi de suite. Et on appelait ça la navette. J'ai appris que les sénateurs travaillaient dans des bureaux et que les sénateurs, ils avaient des minutes pour dire des lois. Ce qui m'a émue, c'est ce bâtiment qui est assez grand
et qui est très beau. Et le toit est fait en feuilles d'or. J'ai vu que le Sénat représentait la République française. Nous sommes donc dans les rues de Florac avec les chars derrière moi qui ont été construits par toute une équipe de bénévoles sous l'égide du foyer rural et avec bien sûr le grand organisateur Jean-Louis Boutonnet. Voilà, FPSO 23 a vu ces derniers instants dans les rues de Florac. Nous avons voté, il y a eu ballottage favorable pour les fadas de Florac. Ainsi se passe le carnaval 2014 de Florac. Quittons la terre pour aller sous la terre. Dans le cadre du festival de contes et rencontres, sur une idée de Marc Lemonnier, président du foyer rural de Saint-Laurent-de-Trèves, 80 personnes sont descendues dans la grotte d'Argilan pour écouter un conteur et en s'éclairant uniquement de lampes torches. Les frissons garantis. Eh bien, comment filmer le noir dans le noir? Réponse en images. Et donc 1888, avec donc ses cousins et puis une équipe réduite, il est venu à Dargilan et là il a eu vraiment de la chance puisqu'il est tombé d'emblée sur une grande merveille qui n'a pas été égalée à Lozère tout au moins. Voilà. Il a fait connaître cette cavité au monde entier et le tourisme, bon, conjugué aussi à l'exploration de Bramabio, et le tourisme dans le sud de la Lozère a débuté grâce à ça. Voilà. Alors c'est une grotte qui bien sûr n'a pas été en totalité explorée par Martel. On va prendre le chemin donc, de la grotte. Et ma belle famille est tombée amoureuse des grottes. De tout temps, ils ont visité des grottes et d'Argilan, ils la connaissaient depuis toujours puisqu'ils sont d'ici. Et ils l'appelaient la Grande Dame. Et ils avaient toujours rêvé de travailler dans une grotte. Donc moi je voudrais savoir par quel miracle c'est possible que des chefs d'entreprise soient comme ça, si accueillants pour ce genre de projet. La passion. C'est tout à fait ça. En fait, c'est la passion. D'abord, on ne se considère pas vraiment comme des chefs d'entreprise. C'est une grotte à taille humaine, on va dire. On va rester modeste. On adore la grotte. On adore les conteurs. Ouais, je comprends. L'Antonin vivait dans ce village le plus lointain, dans la maison la plus belle du village le plus lointain, au-delà encore. Des conteurs dans une grotte avec un décor féerique comme ça fait un tout. C'est vraiment complémentaire. Donc quand on a su ça, on était ravis. On était ravis de mettre la grotte à ta disposition. Pas la mer du petit bateau, pas la mer du parasol, la mer des montagnes, la mer des monts, la mer de nuages. Et elles se sont cabrées. Et le radeau de l'Antoine s'est mis à flotter sur la mer de nuages, aussi vrai que je vous le dis. Quand il est dans la forme divine, il entend une voix qui dégringole du ciel et qui lui dit « Antonin !» Il faut adapter la manière de parler à la résonance. C'est comme dans une église, quoi, en moins dramatique. Il faut parler plus lentement, plus distinctement, attendre que le son fasse son chemin. Voilà, donc c'est un petit exercice, mais qui n'est pas trop complexe pour un conteur. Et ça met les auditeurs en émotion. C'est ça, en fait. Tu sais, il y a un décor, bien sûr, il y a aussi, moi je crois que ça joue beaucoup, cette sensation étrange de descendre dans le ventre de la terre.
C'est quelque chose qui génère tout et qui dirige tout, je trouve. Quand c'est pas le cas, ça se sent immédiatement aussi. Donc voilà, c'est plus une émotion des auditeurs dont le compteur profite lâchement. Contes et rencontres, c'est le monde des foyers ruraux, qui pour certains artistes, ça sent la bouse et la dépréciation. Donc je me sens profondément chez moi dans les foyers ruraux et avec le public des foyers ruraux. Donc je me sens à la maison, moi. C'est très rigolo dans les spectacles, mais pas que. Avec les foyers ruraux, tu as une bande de joyeux lurons qui te tranche le saucisson, qui te passe le pâté sans manière, quoi, tu vois. Eh ben oui, mais ça change tout, quoi. Tu sais, le saint mot convivialité, là, ben voilà, c'est très fort dans le milieu des foyers ruraux. Pour ça, je me régale à chaque fois. Voilà, du plaisir pur. Je suis un peu gêné d'être payé à chaque fois. Ouais. À la fin de cette aventure, au centre de la Terre, la grotte de Dargilan a retrouvé toutes ses lumières et tout le monde a pu retrouver son chemin. Eh bien, nous sommes toujours donc à Florac, au carnaval, avec cette ambiance très chaude. Joindre maintenant Patrice Guichard pour lui demander comment s'est passée son interview avec Richard Bohringer. On y va, à tout de suite. Patrice, vous avez interviewé Richard Bohringer lorsqu'il est venu à Florac présenter son spectacle à la Genette Verte. Comment est-ce que les choses se sont passées? Racontez-nous. Ben, il arrivait de Paris, fatigué, et puis il n'avait pas très envie d'être interviewé. Donc, à force de patience et d'insistance, il a fini par accepter, à une seule condition, c'est que ça aille très vite. Premier accro, le micro. Comme il n'avait pas de vêtements qui permettaient d'accrocher le micro, il se l'a accroché directement autour du cou. Et alors, la première question? Eh ben, l'approche n'était pas facile, mais j'ai trouvé la question à ne pas poser. Je lui ai demandé comment lui était venue l'idée de mettre en scène son spectacle « Traîne pas sous la pluie ». Sa réponse. Mais non, mais attendez, j'ai beaucoup de mal à comprendre votre question parce que moi j'écris, c'est tout. J'écrivais avant de faire l'acteur, avant de faire tout ça. J'écris, donc il n'y a pas d'idée qui préside aux choses. Il y a l'écriture qui est une nécessité. Voilà. Ah oui, effectivement, ça commençait mal. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Ben, j'ai pensé que cette interview serait la plus courte de ma carrière. Mais j'ai persévéré. Je lui ai demandé, de l'écriture à la scène, il y a une différence quand même. Sa réponse. Enfin, j'en suis au 10e livre, alors je veux dire, j'écris les livres qui suivent des portions de ma vie, voilà, ou de la vie des autres. J'accompagne, moi je suis pas différent des autres, hein, donc en fin de compte, ce qui m'arrive à moi arrive à tellement de gens que on est plutôt solidaires, on est plutôt un grand groupe de rayés de l'âme, quoi, disons, quoi, avec quelques blessures existentielles, voilà. Mais j'ai pas d'idée qui préside à ceci, à cela. Je suis pas en représentation de show, là. Moi, j'ai une action, j'acte, je fais. J'ai pas d'autre prétention que de partager pendant 2 heures quelque chose avec des gens, en fin de compte, dont je fais partie. C'est pas parce que moi je suis là et qu'eux sont devant que on est totalement identiques, quoi. On est des hommes, voilà, quoi. Monter sur scène pour faire partager cette écriture avec le public, ça correspond à une envie, à un besoin? Ah ben non, il n'y a que le besoin. Il n'y a que le besoin, l'urgence. On n'a qu'une vie. Puis la route, c'est beau, la route. On rencontre des villes, des gens différents, des paysages, des montagnes, des plaines, des rivières, des cascades, des écureuils la nuit, des renards. Quand on rentre à l'hôtel, tu veux dire, il y a milliers de choses entre les gars du Nord, les Bretons de Brest où on était il y a quelques jours, ici, il y a plein de choses, il y a plein de caractères, il y a plein de trucs. Moi, je connais la France mieux que les politiques à Paris. Hein. Moi, la température, je la connais. L'état de la France, parce que Paris, vous savez bien, Paris a toujours pensé que Paris était la France. Vous savez bien. Moi, je reviens à chaque fois, je leur dis, ben non, c'est pas la France, les mecs, la France, j'en viens. Que vous apporte cette rencontre avec le public? Bah, évidemment.
Je le fais pour ça. Je le fais pas pour me rencontrer moi-même. Ah ouais. Et me rencontrer moi-même, c'est aussi une quête. Je la renie pas non plus. Ça veut dire qu'en rencontrant les autres, oui, je me rencontre moi-même. Ouais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui viennent ici, quoi. Donc ça fait partie un petit peu de ma malice. De ma malice et de mon besoin d'aller là où les autres vont pas. D'où vous vient cette fureur, cette colère qui vous habite tout le temps? Oui, une certaine colère, une certaine colère, vu l'état des lieux, ouais. Ouais, la façon dont les pouvoirs centraux, qui sont intellectuels, créatifs ou ainsi de suite, peu importe. La façon dont ils jugent. Moi, un jour, il y a un journaliste à Vannes qui m'a dit, alors, je jouais la pièce avec ma fille, Romane, et on a joué 6 mois en province, et après on devait aller jouer à Paris. Et elle a dit la phrase malheureuse, quoi. Alors vous rodez le spectacle. J'ai dit, mais attendez, là. Allez, on arrête là, coupez votre caméra, là. D'où vous venez, là? On rôde en province pour être au point à Paris. Et moi, je suis au point en province. La province, c'est ce qui fait le spectacle, c'est ce qui fait la nécessité, c'est ce qui fait l'acte. Je m'en bats, Paris. Paris, c'est le dernier de mes soucis. Si vous leur dites, j'étais en Lozère, là, tout à l'heure, j'ai eu un bon pote à moi qui est différent. Oh, il m'a dit, putain, t'as du pot, c'est beau, là, Lozère. J'ai dit, ouais, mais on est arrivé. On a fait une jolie route, donc j'ai vu des trucs et tout. De ce côté-là. Parce que j'étais pas arrivé par ce côté-là la dernière fois. J'étais pas arrivé par ce côté-là, quoique je sais pas. C'est tellement sauvage que on peut l'identité sans cesse répétée du paysage des montagnes, c'est assez curieux, quoi. La couleur de la pierre, ces tuiles de pierre, c'est rude, hein, c'est rude. Hein. C'est rude, mais c'est la vie aussi, c'est la vie aussi. Il fait une belle définition de la Lozère, oui. Et oui, alors effectivement, j'ai voulu profiter de ce moment de grâce pour lui demander s'il avait une définition personnelle du bonheur. Question à ne pas poser. Sa réponse. Non. Non. Oh, je peux pas vous faire le mariole là-dessus, non. J'ai des petites pincées de bonheur, enfin de bonheur. Disons que je m'apaise un peu quand je vois qu'il y a quelque chose. C'est vrai, c'est sérieux, hein, c'est pas de la démago. Mais quand je vois qu'il y a quand les gars qui se font chier au boulot partent en vacances, par exemple. Oh, ça me rend fou de joie. Je me dis, putain, ils se sont bien fait chier là pendant 9 mois. Et maintenant, le problème, c'est qu'avant, ils allaient 3 semaines en vacances. Les anciens s'étaient battus pour ça. Et aujourd'hui, c'est 8 jours. Parce qu'il n'y a pas de fraîche, parce que les commerçants font pas gaffe, parce que les hôteliers font pas gaffe, parce que tout le monde veut faire sa saison et ainsi de suite. Bah, les gars qui gagnent le SMIC, avant, ils avaient 3 semaines en vacances. Il y a... C'est pas vieux, hein, il y a une dizaine d'années encore. Ouais, peut-être un peu plus, enfin, au jour d'aujourd'hui, 8 jours. Du samedi au samedi. Et attention, hein, en caravane, là, en machin, à Alveco. Hein. Où trouvez-vous la force d'être en colère tout le temps? J'en sais rien si c'est de la force. C'est de l'indignation, en tous les cas. C'est... Puis l'indignation, même, ça devient vain pour moi. Ça les fait pas bouger. Hier, j'ai entendu un truc. Je me souviens plus dans quelle émission, très tard, fort tard la nuit, ainsi de suite. On parlait de la France en disant c'est un pays riche. Ah bon? Ah ben va falloir faire un effort là. J'écoute ce qu'on me dit, moi.
Je suis un peu plus pessimiste, hein. Attention. Hein. Je ne vais pas m'étendre sur ma vue de la société dans les 2 ans qui vont venir. Je suis quand même un peu plus pessimiste. Mais est-ce que ça ne va pas nous rapprocher? Il y aura toujours ceux qui ne nous parleront pas, ceux qui traverseront pour ne pas être en face de nous, ceux qui. Mais ceux qui ont une essence prolétaire, une essence, oui, prolétaire, agriculteur, ouvrier, machin, intellectuel, mais une essence prolétaire. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Si on reste vachement solidaire. Mais pas solidaire simplement. Solidaire, j'entends. Qu'est-ce qui va nous sortir sans ça? Donc c'est la vie. Oui, c'est la vie réaménagée par ceux qui la connaissent pas. C'est ça le problème. C'est que nos politiques n'ont aucun vécu. Quand ils vont en vacances, ils vont dans des résidences secondaires. Ils n'ont pas de vécu. Ils ont fait toutes leurs études après les hautes écoles, les machins, les trucs. Ils savent pas ce que c'est qu'un prolo, qu'un mec qui gagne 1 000 € par mois. Ils savent pas ce que c'est. Ils savent que oui, c'est pas terrible, ça, c'est sûr. Mais ils n'en savent pas plus. Pourquoi est-ce que les présidents n'ont pas, au milieu de leurs conseillers, ils ont que des marquis? Hein? Pourquoi ils n'ont pas un gars qui vient de la rue? Un gars comme ça, qui aime bien les gens, qui aime bien la vie, qui la connaît, mais qui n'aurait pas été protégé toute sa vie par les études, par l'administration, par tout ça. Prendre un gars comme ça, leur dire, dites donc si on fait ça, ah, là je vous préviens, si vous faites ça, la rue, elle va pas être contente, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Eh ouais. Il faut pas mécontenter la rue sur des sujets. On peut attendre. Il y a la moitié des sujets sociaux, machin, là. On aurait pu attendre. Il y a d'autres problèmes beaucoup plus virulents. Ça veut dire le chôme dû, ça veut dire le logement, ça veut dire la société industrielle, ça veut dire ces trucs-là. Qu'est-ce qu'on a à branler du reste pour l'instant? Pour l'instant. Sérieusement. Rien à branler. Ça se fera. La société change assez. Mais pour l'instant, il y a quand même des urgences qui sont plus importantes. Il me semble. Avec Richard Bohringer, la politique et le social ne sont jamais loin. Il me fallait conclure cette interview en évitant les secousses. À la fin du spectacle, que vous disent les gens? En général, ils sont très heureux. Ouais. Et vous avez un échange avec eux, ils vous parlent, ils vous commandent? Mais ils parlent pendant tout le spectacle. Ils font ce qu'ils veulent. Bon, j'ai plus de questions à vous poser. Bah oui, mais c'est très bien comme ça. C'est bien. C'est très bien comme ça. C'est bien d'être ici. Bah, évidemment, c'est crevant en plus en ce moment. Je suis pas au milieu de la tête, raison personnelle, donc c'est vrai que c'est crevant, mais où aller? Dans le beau linge? Quel intérêt? Quel intérêt de faire tout ça pour aller dans le beau linge? Je vais là où les gens me ressemblent, où je ressemble aux gens. Pas conquérir les nouveaux riches, les parvenus, le CAC 40, le machin et tout, j'en ai rien à branler. Voilà. C'est bien. Le chewing-gum, c'est pas parce que je suis mal poli, c'est parce que j'ai arrêté de fumer, alors il faut que je mange quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Merci. Merci. Tout compte fait, ça s'est bien terminé. Très très bien. Après, il a continué à parler, mais il n'y avait plus de caméra. Merci à Richard Bohringer qui est venu jusqu'à nous, jusqu'à Florac. Et merci aussi aux foyers ruraux de Lozère qui ont organisé ce spectacle. Nous sommes maintenant sur Twitter où vous pouvez nous suivre pour recevoir toutes les infos de TV Images 48. Voilà, cette édition est terminée. Je vous retrouve le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien.